Donc, l'Agence parisienne du climat, on est une association créée il y a une dizaine d'années par la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre de son plan climat air énergie. Donc, on intervient sur différentes thématiques, comme vous pouvez le voir à l'écran, et en particulier sur l'accompagnement des copropriétaires dans les projets de rénovation énergétique via notre dispositif Coach CoPro. Et on a aussi des activités de veille et de publication et des activités événementielles. Donc toujours pour essayer d'accélérer la transition énergétique sur le territoire parisien. Et notre gros événement qui va arriver bientôt, c'est le forum Habiter durable, donc qui est le forum dédié à la rénovation énergétique en copropriété, qui se tiendra le 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris, et qui sera l'occasion, si vous avez envie de venir, de découvrir les dernières actualités sur la rénovation énergétique et de poser vos questions, d'échanger avec des conseillers de l'Agence parisienne du climat, des professionnels et pourquoi pas de partager des retours d'expérience avec d'autres copropriétaires. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site internet www.forumhabiterdurable.com. Et je vais passer la parole à ma collègue Elisabeth Flichy qui va vous parler de la première phase du diagnostic technique global. Donc Elisabeth, est-ce que tu peux... Donc je vais arrêter le partage. Est-ce que tu peux prendre le relais sur le partage du PowerPoint? Je fais ça tout de suite. Voilà, merci. Donc effectivement, je suis Elisabeth Flichy de la PACé. Je suis chargée de mission de l'accompagnement des copropriétés pour le 20e arrondissement. Et donc là, ce soir, je vais vous parler du diagnostic technique global. Quand on a un projet de rénovation en copropriété, il est essentiel de prendre le temps de bien réfléchir en amont à ce projet afin d'être au plus clair possible avec tous les paramètres à prendre en compte avant d'envisager les travaux. En effet, les décisions en copropriété nécessitent une bonne compréhension de tous. Donc, dans ce point sur le diagnostic technique global, nous verrons dans quel cas prévoir un DTG, ce qu'il contient, et en particulier la subvention de la ville de Paris qui lui est associée. Donc, dans un projet de rénovation globale, cette étape de diagnostic est essentielle. Elle permet de faire un état des lieux techniques de l'immeuble sur le plan énergétique, mais éventuellement aussi sur le plan architectural, et de déterminer les travaux les plus intéressants à réaliser pour améliorer le confort thermique des logements. Alors, un professionnel réalise un calcul thermique qui permet de simuler les consommations théoriques du bâtiment. Le gain énergétique obtenu est exprimé en pourcentage et il permettra notamment à la copropriété de déposer des demandes de subvention. Alors, avant de présenter spécifiquement le diagnostic technique global, c'est intéressant de connaître les autres études thermiques qui existent à l'échelle d'un immeuble. Donc, il y a d'abord le diagnostic de performance énergétique, le DPE, collectif. Il consiste principalement en un calcul thermique qui est complété de préconisations de travaux plutôt sommaires. Ce diagnostic sera obligatoire dès 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 2025 pour celles entre 50 et 200 lots et 2026 pour les petites copropriétés. Il y a également un audit énergétique. Donc, l'audit énergétique est plus approfondi que le DPE. Il utilise plusieurs méthodes d'analyse thermique, notamment des relevés thermographiques, l'analyse de l'hygrométrie, et également des questionnaires auprès des occupants et une analyse également du système de chauffage. Enfin, on arrive donc au diagnostic technique global. Donc, c'est un diagnostic qui a été défini par la loi ALUR en 2014 et qui est entré en vigueur en 2017. Il est obligatoire pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété et pour les copropriétés insalubres. Donc, en fait, on peut dire que peu de copropriétés sont concernées par l'obligation du DTG. Pourtant, l'APC encourage les copropriétés à réaliser un DTG. Et d'ailleurs, elle a réalisé un référentiel qui va plus loin que le DTG simple, enfin le DTG proposé par la loi ALUR. On parlera un peu plus tard de ce référentiel. Pour l'instant, je vous propose de regarder ce que c'est que ce DTG, un petit peu plus en détail. Donc, le DTG, c'est un outil d'aide à la décision. Il est qualitatif et personnalisable.
C'est le diagnostic qui est le plus complet et le plus pédagogique. C'est pourquoi c'est celui-ci que nous préconisons. Et c'est uniquement pour ce diagnostic que la ville de Paris apporte la subvention de 5 000 € pour les copropriétés parisiennes. Cet outil, donc pédagogique, va aider les copropriétaires à prendre des décisions ultérieurement. Il permet de faire un état des lieux de la situation du syndicat des copropriétaires au niveau légal et réglementaire. Ça permet de repérer d'éventuelles mises à jour. J'ai vu par exemple la semaine dernière une copropriété qui était encore avec un règlement de copropriété basé sur des ateliers d'artisans, alors que c'était des logements. Donc c'est l'occasion de se dire, bah, tiens, on va pouvoir mettre ça à jour. Il y a également une étude du bâti. Elle est faite avec un architecte. Il va regarder l'état des parties communes, les murs extérieurs, la toiture, les balcons, etc. Il y a une étude thermique qui est faite donc par un thermicien. Il va faire des relevés de température, d'humidité, regarder les systèmes de chauffage et prendre des photos thermographiques pour repérer éventuellement des ponts thermiques. Ces analyses permettront de repérer et de calculer les déperditions énergétiques de l'immeuble. À partir de ces études, donc architecturales et thermiques, on pourra hiérarchiser les besoins et proposer des scénarios de travaux. Adossé à ces scénarios de travaux, il y a une étude d'ingénierie financière. Elle prend en compte les dépenses estimées et les aides mobilisables. Donc le but, c'est vraiment bien de donner aux copropriétaires une estimation de leur reste à charge s'ils votent les travaux. Et c'est pourquoi on estime que cette ingénierie financière est obligatoire dans le cadre du référentiel DTG. Alors maintenant, on va voir dans quel cas c'est opportun de réaliser un DTG, un diagnostic technique global. Donc tout d'abord, quand il y a des travaux à faire, ça peut être le ravalement des façades sur cour ou sur rue. Parfois, il y a aussi une injonction de la ville à faire un ravalement. Ça peut être à l'occasion de reprise d'étanchéité de la couverture. Ça peut être aussi quand c'est le moment de réfléchir au système de chauffage, par exemple une sortie de fioul ou la rénovation d'une chaudière collective au gaz. Ça peut être également pour assurer le bon entretien de l'immeuble et identifier les travaux à faire dans les années à venir. Et puis, ça peut être pour se mettre en conformité avec la réglementation. En effet, il y a le plan pluriannuel de travaux dont vous avez déjà entendu parler, qui va progressivement être obligatoire entre 2023 et 2025 en fonction de la taille des copropriétés. Également, le diagnostic de performance énergétique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui va aussi rentrer progressivement dans l'obligation entre 2024 et 2026. Ce PPT, donc plan pluriannuel de travaux, et ce DPE collectif peuvent être intégrés dans le DTG. Donc dans ce cas-là, ça remplit cette obligation réglementaire. Pour bénéficier de la subvention de la ville de Paris, dont nous parlons ce soir, il faut que le DTG que vous demandez soit en conformité avec le référentiel. Donc, ce référentiel, c'est un document qui a été réalisé par l'Agence parisienne du climat, donc l'APC, et l'Association des responsables de copropriété, l'ARC, en collaboration avec des professionnels. C'est un document qui regroupe de nombreuses exigences qualitatives. Il permet de définir une méthodologie et le contenu du DTG afin qu'il soit réellement un outil d'aide à la décision pour les copropriétaires. C'est donc en référence à ce document que les conseillères et les conseillers de l'APC se portent garants de la qualité de la prestation et de l'éligibilité à la subvention. Vous avez ici une page qui montre un petit peu ce que c'est que la mise en forme et la présentation et la qualité que propose le référentiel. Donc, on y trouve des tableaux didactiques comme celui-ci. On y trouve aussi des modèles de présentation qui vont aider les professionnels. Et ainsi, ça va rendre ce document, ce rapport, plus accessible à la lecture et à la compréhension pour tout le monde. Ce référentiel, il est nécessaire au moment de consulter les prestataires pour réaliser les devis. Nous allons voir maintenant les étapes de la réalisation du diagnostic technique global.
Donc tout d'abord, il y a le temps de la préparation. Il y a d'abord une réunion de lancement en présence des différents acteurs qui interviendront. Donc les représentants de la copropriété, ça peut être le conseil syndical ou ce qu'on appelle nous un référent énergie, le syndic, bien sûr les prestataires, et puis le conseiller ou la conseillère de l'APC. On abordera les objectifs de l'étude, son déroulement, et puis aussi il va être question de recueillir des données. Donc les factures de la copropriété, les feuilles de présence des AG, le carnet d'entretien, tout document qui permet d'élaborer l'étude du DTG. Ensuite, il y aura une visite de l'immeuble pour visiter avec l'architecte et le thermicien les parties communes, quelques parties privatives également, en période de chauffe. Et il y a également l'envoi d'un questionnaire aux habitants. La deuxième partie, ça va être le recueil, avec le recueil de toutes ces données-là, de faire une analyse. Et donc, les ingénieurs et thermiciens vont établir une analyse qui va aboutir à un rapport, ce qu'on appelle le rapport intermédiaire. C'est ce rapport intermédiaire qui sera présenté au conseil syndical ou au référent énergie, au syndic, en présence du conseiller, de la conseillère APC. Cette deuxième phase peut durer environ 3 mois. Enfin, on arrive à la restitution du rapport final. Il y aura une réunion de présentation de cette synthèse du rapport à l'ensemble des copropriétaires, avec donc présentation de l'état de l'immeuble, des scénarios, la planification des travaux possibles et l'ingénierie financière. Vous voyez sur cette slide un exemple de tableau synthétique, très clair, qui permet aux copropriétaires de savoir quelle est l'étiquette énergétique actuelle du bâtiment, quelle est l'étiquette énergétique visée, le gain énergétique théorique qui sera obtenu, et donc c'est un pourcentage, et ce pourcentage est essentiel pour l'obtention des aides financières pour les travaux par la suite. Ensuite, il sera indiqué l'investissement à prévoir et les aides financières qui seront mobilisables. En allant un petit peu plus loin dans ce type de tableau, les copropriétaires pourront avoir une présentation claire des différents scénarios de travaux avec le reste à charge pour chaque situation type. Ça va tenir compte notamment du niveau de ressources de propriétaires, de la taille du logement, des aides mobilisables collectivement et individuellement, des prêts collectifs, individuels et des économies d'énergie attendues. Donc voilà, à partir de ce document, les copropriétaires sont en mesure de décider s'ils veulent aller plus loin, notamment avec l'étude de maîtrise d'œuvre conception dont Juliette Cantet va vous parler tout à l'heure. Parlons maintenant de la subvention, donc de cette aide financière de la Ville de Paris de 5 000 €. Et voyons quelles sont les conditions requises pour solliciter cette aide. Donc tout d'abord, la copropriété doit être parisienne et inscrite sur CoachCopro. Donc CoachCopro, c'est un espace partagé d'informations sur des projets de rénovation copropriété. Donc il permet aux copropriétaires, aux syndics, aux personnes de l'APC de rassembler les éléments d'information, des documents, des contacts. Donc, il est obligatoire que la copropriété soit accompagnée par un conseiller ou une conseillère de l'APC. Elle doit également être inscrite au registre national des copropriétés. Le DTG doit être réalisé par un professionnel qui est référencé sur l'annuaire CoachCopro. Donc, ces professionnels, ils ont au préalable signé une charte d'affiliation et donc ils s'engagent sur la qualité de la prestation. Ensuite, ce devis et ce DTG doivent être conformes au référentiel. Et là, ce sont les conseillers APC qui seront garants de cela. Il faut également que l'Assemblée générale ait voté la résolution qui donne mandat au syndic pour faire les démarches administratives auprès de l'APC. Alors, comment concrètement mobiliser cette subvention ? Les conseillers donc, auront un contact privilégié, particulier avec les copropriétaires qui portent le projet et avec le syndic. Donc, très concrètement, dans un premier temps, il faut faire réaliser 2 ou 3 devis. Ces devis seront visés, discutés avec la conseillère et le conseiller, et les copropriétaires feront le choix d'un prestataire. Ensuite,
il y a un vote en Assemblée générale. Alors, ce vote porte à la fois sur la résolution dont je viens de parler, qui donne mandat au syndic pour les questions administratives, et ça peut être aussi le vote de la prestation en tant que telle. Il n'est pas placé forcément entre les devis et l'accord préalable, mais je l'ai mis là, ça peut être à un autre moment, et ça, c'est à voir ensemble avec vos conseillers. Ensuite, une fois que le choix d'un devis est retenu, on envoie un courrier de demande d'accord préalable à la ville de Paris. C'est un courrier qui est co-signé par un représentant des copropriétaires, le gestionnaire de syndic et ou la conseillère APC. Une fois que l'accord est reçu de la part de la ville de Paris, ça prend environ 3 semaines, il est possible de signer le bon de commande. Il faut savoir aussi que la copropriété devra avancer les frais pour la prestation. Donc ensuite, on rentre dans la période de réalisation de l'étude. Ça peut durer 4 à 5 mois. Une fois que l'étude est terminée, le conseiller, la conseillère APC garantit encore une fois la conformité avec le référentiel. Et ensuite, on peut envoyer le courrier de demande de versement à la ville de Paris, qui sera là encore signé par le gestionnaire de syndic et le conseiller APC. Il faudra joindre également un RIB et le PV de l'AG. On peut attendre le versement environ dans les 6 semaines après avoir fait la demande de versement. Et donc, le versement sera versé sur le compte du syndicat des copropriétaires. Donc voilà, à partir du moment où ce DTG est terminé, la copropriété pourra décider de voter une maîtrise d'œuvre conception. On va voir ça tout de suite avec Juliette. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans la discussion QR. Merci de votre écoute et je passe la parole à Juliette. Est-ce que tu peux garder la présentation ou est-ce qu'on rééchange? Ok, ça marche. D'accord. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Oui. C'est bon comme ça? Donc, l'introduction. Ouais, celle d'après même. Donc, comme je disais en introduction, la phase de maîtrise d'œuvre peut être la suite logique de la réalisation du diagnostic technique global si vous souhaitez poursuivre sur des travaux, ou elle peut être aussi engagée directement en fonction de vos avancées. Et donc, faire appel à un maître d'œuvre, c'est indispensable pour mener un projet de rénovation énergétique globale, au vu de l'ampleur des travaux que ça représente souvent. Et donc, le maître d'œuvre va vous aider à bien déterminer le programme de travaux à réaliser, à consulter les entreprises, à analyser leurs offres, etc. Et 3 compétences seront nécessaires dans ce travail. La conception architecturale, donc pour dessiner le projet, élaborer les plans, les perspectives en 3D, vous aider à bien choisir les entreprises. Ensuite, la conception fluide et thermique, notamment pour estimer les consommations d'énergie après travaux et vous aider également dans le choix des entreprises pour certains lots comme le chauffage et la ventilation. Et vous aurez aussi une compétence nécessaire pour la conception financière, pour étudier les possibilités de subventions et éventuellement de prêts et simuler le coût pour chaque copropriétaire du futur programme de travaux. Donc, en calculant ses cotes-parts, les subventions auxquelles il peut avoir accès, ses mensualités et aussi ses futures économies d'énergie pour aboutir à un reste à charge individuel. Donc, c'est souvent cette ingénierie financière qui permet aux copropriétaires d'avoir une vision vraiment claire du futur coût des travaux et donc de se lancer dans la réalisation. Il y a 2 étapes dans une mission de maîtrise d'œuvre. L'étape de la conception et l'étape de l'exécution des travaux. Donc là, je vous ai remis le diagnostic dans une autre couleur sur cette frise chronologique, donc, puisque c'est une phase qui sera plus ou moins
complète en fonction de si un diagnostic technique global a déjà été fait avant. Mais donc, il y aura toujours une petite phase de diagnostic en phase conception pour faire l'état des lieux techniques de l'immeuble, mais sans tout l'aspect aide à la prise de décision du DTG. Ensuite, à l'issue de la phase diagnostic, on a une phase avant-projet qui se base donc sur les résultats du diagnostic et lors de laquelle des premières propositions de travaux vont être faites avec l'étude de certaines solutions techniques. Et à cette étape-là, on aura encore la possibilité d'avoir plusieurs scénarios de travaux et de calculer leurs gains énergétiques respectifs. Mais à la fin de l'étape d'avant-projet, il faudra donc se décider sur le scénario. Et ensuite, on passera sur la phase projet, qui correspondra à une phase vraiment plus technique et définitive, et on aura des estimations plus précises de coûts et des solutions techniques plus arrêtées. Et la dernière étape de la phase conception, c'est l'assistance pour la passation des contrats de travaux. Donc, c'est l'étape à laquelle le maître d'œuvre va élaborer le dossier de consultation des entreprises qui va permettre d'obtenir des devis et qui seront analysés lors d'un moment d'analyse des offres. Et donc, au niveau du processus de décision en assemblée générale, donc souvent, quand il y a un DTG complet qui est fait, donc il doit être voté en AG. Ensuite, il y a une étape un peu transitoire entre le DTG et la maîtrise d'œuvre, durant laquelle donc, la copropriété se décide à poursuivre. Et donc, elle doit repasser... elle doit revoter cette prestation de maîtrise d'œuvre en assemblée générale et avec la possibilité de voter uniquement, d'engager uniquement la phase conception et de garder la phase exécution des travaux en option pour, à la fin de la phase conception, revoter le programme de travaux et l'engagement de la phase exécution. Tu peux passer, Elisabeth, la slide suivante. Donc la phase exécution, elle se découpe en 3 étapes. Donc d'abord la préparation du chantier, ensuite le suivi du chantier avec le pilotage de l'intervention des entreprises notamment et un travail pour assurer le respect des coûts et délais. Et la réception du chantier qui est une phase également très importante. Je ne vais pas trop entrer dans les détails sur cette phase, mais je voulais vous parler aussi du travail qu'a fait l'Agence parisienne du climat sur un cahier des charges pour bien cadrer la prestation de maîtrise d'œuvre, qui était destinée à aider les copropriétaires dans leur recherche de maître d'œuvre, et qui aujourd'hui, donc l'utilisation, le recours à ce cahier des charges et le respect de son contenu permet d'accéder à la nouvelle subvention qui a été mise en place par la métropole du Grand Paris pour cette prestation de maîtrise d'œuvre qui est d'un montant de 10 000 €. Donc, le cahier des charges, il permet aux copropriétaires d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du maître d'œuvre, de bien cadrer la prestation, de manière à ce qu'elle prévoit tous les éléments indispensables au bon déroulé du projet, donc que toutes les étapes soient bien respectées, qu'il y ait bien donc un certain nombre de réunions, d'échanges avec le maître d'œuvre, que le maître d'œuvre fournisse bien les bons documents, les bons livrables
qui permettent de formaliser les travaux. Et le cahier des charges définit aussi, par exemple, les liens entre le maître d'œuvre et les services d'urbanisme de la ville de Paris, l'étape à laquelle doivent être faites les consultations. Et donc, ce cahier des charges est la condition pour accéder à la subvention. Donc, outre le respect du cahier des charges, les conditions pour la subvention maîtrise d'œuvre de 10 000 € et que la copropriété soit localisée sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qu'elle soit immatriculée au registre national des copropriétés et que sa construction soit achevée depuis plus de 15 ans. La copropriété doit aussi être accompagnée sur le long terme par un conseiller ou une conseillère de l'Agence parisienne du climat. Et s'engager, ça c'est assez important, sur un projet de travaux permettant un gain énergétique d'au moins 35%. Donc il faut qu'au moment où vous réfléchissez à votre programme de travaux, vous mettiez donc notamment dans le cahier des charges, et ça doit être aussi présent dans le devis proposé par le maître d'œuvre, que le maître d'œuvre va vous accompagner sur un projet permettant ce gain énergétique minimum. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent de poser des questions dans la discussion générale. Est-ce que vous pouvez bien les poser dans l'onglet Q&R, s'il vous plaît? Je continue au niveau de la procédure pour demander la subvention. Donc, il faut que vous soyez inscrit sur la plateforme Coach CoPro, qui est notre site internet qui nous permet de suivre les projets de rénovation des copropriétés. Et donc, il faut que vous soyez accompagné par un conseiller dans la préparation et le suivi de la mission de maîtrise d'œuvre. Donc, la première étape, si vous n'êtes pas déjà suivi en fait par l'Agence parisienne du climat depuis la réalisation de votre diagnostic, c'est de vous inscrire sur cette plateforme et un conseiller vous recontactera. Ensuite, vous allez rechercher des devis et sélectionner le maître d'œuvre. Donc ça, vous pourrez le faire en collaboration avec le conseiller de l'APC. Et ensuite, vous allez déposer le dossier de demande de subvention qui comprendra un formulaire officiel, le devis, le RIB de la copropriété et le numéro d'immatriculation au registre national. Et donc, la réponse de la métropole du Grand Paris intervient dans un délai de 6 semaines à compter du dépôt. Donc, il faut quand même un peu anticiper cette demande de subvention, sachant que le vote de la prestation en AG peut intervenir avant ou après le dépôt, mais que la prestation ne doit pas démarrer avant d'avoir reçu le courrier d'attribution de la subvention. Voilà, donc voilà pour vous passer en revue les grands principes de la subvention, mais la meilleure chose à faire, ça reste de s'inscrire sur Coach CoPro pour être recontacté par un conseiller. Et donc, pour ce webinaire, on a voulu aussi proposer à un copropriétaire qui est en train de mener un projet de rénovation énergétique dans sa résidence d'intervenir pour nous parler de son expérience. Alors, Monsieur Oberlin, est-ce que vous pouvez activer votre caméra et votre micro? Ah, je vois que mon son était coupé, donc peut-être que vous avez parlé et que je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Est-ce qu'on... Alors, on vous voit maintenant, mais on vous entend pas. Vous avez peut-être un problème de micro. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah, je pense que c'est bon là, non? Ouais,
C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Ok, parfait. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais pouvoir partager ma longue, mais malgré tout faible expérience sur ces projets, parce que c'est des projets qui sont relativement longs. Voilà, je sais. Pour vous présenter en quelques mots la copropriété. Donc, moi, je suis propriétaire dans une copropriété à Paris qui fait il y a 31 logements différents dans cette copropriété. Et c'est un bâtiment des années 30 à toiture plate. Globalement, c'est plutôt une époque où on faisait des bâtiments qui n'étaient pas très bien isolés thermiquement. On est plutôt sur des petites surfaces entre 30 et je dirais entre 30 et 50 mètres carrés, et puis il y a 2-3 surfaces un peu plus grandes, mais sinon c'est quand même plutôt des petites surfaces. On a plutôt un mix de propriétaires occupants dans les grandes surfaces et des propriétaires plutôt non occupants sur les plus petites surfaces, les studios et les 2 pièces qui représentent la majorité des lots. Et les revenus des copropriétaires sont plutôt élevés parce que c'est un quartier qui a pris de la valeur ces dernières années et qui était un quartier initialement populaire, et donc dans lequel il y a quand même des habitants qui sont là historiquement et qui ont des revenus très bas. Il y en a quelques-uns, donc c'est aussi une problématique de comment on avance sur ce projet-là, avec ces sujets d'investissement à faire. Vous m'aviez posé la question de... Comment vous avez voulu l'aider de faire un DTG? Alors, en réalité, moi, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Le premier élément, ça a été qu'en fait, la surface du toit n'était pas en très bon état et on savait qu'on devait le refaire. Et donc, on a fait chiffrer la réfection du toit et on avait des chiffrages d'un montant relativement important, de 50 à 90 000 euros en fonction des devis. Et par ailleurs, on savait que quelques années plus tard, j'en sais rien, 5-10 ans plus tard, on allait devoir refaire les surfaces, les façades, pardon. Et donc, on allait devoir reposer de l'échafaudage, ça allait avoir des coûts encore plus importants à ce moment-là. Et il se trouve que ça arrive, c'était en février 2019, et que peu de temps après, on est en avril 2019, et qu'au mois d'avril, il y avait le fameux forum à l'hôtel de ville, le forum qui va se tenir le 12 avril. Et donc moi, je me suis rendu là-bas sans vraiment très bien savoir ce que c'était, juste attiré par le sujet de la rénovation énergétique, mais sans y connaître grand-chose. Et puis j'ai rencontré plusieurs entreprises là-dedans. Et puis j'ai appris des choses intéressantes sur le fait que dans mon logement, qui était plutôt vraisemblablement une passoire thermique, hein, ce qui s'est révélé être une passoire thermique, en tout cas l'immeuble, on était mal isolé, que quand on était mal isolé, on dépensait 10 fois plus d'énergie que quand on était bien isolé. Et puis des gens qui ont eu des arguments assez convaincants sur le fait que grâce à la rénovation énergétique, je pense qu'il y a beaucoup de convaincus ici, mais on peut se le redire, hein, ça règle quand même des problèmes de précarité énergétique, des problèmes de chauffage. On parlait tout à l'heure des gens qui avaient des petits revenus chez nous. Évidemment, il y a les sujets d'émissions de gaz à effet de serre auxquels moi j'étais particulièrement sensible. On se place maintenant dans ce qui se passe, la situation en Ukraine, et on se dit qu'effectivement, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, c'est important. Et puis, le dernier point, c'était aussi être rentable sur le long terme et aussi valoriser notre appartement. Je me disais que finalement, en rénovant juste le toit, on apportait absolument 0 valeur à l'appartement, alors qu'en rénovant tout en thermique, on pouvait valoriser nos surfaces. Et donc, je suis reparti convaincu avec un peu ces arguments-là, pouvoir partager avec les gens de la copro et avec quelques contacts des entreprises. Donc là, on est au stade encore du DTG, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, vous l'avez bien représenté. Et donc, j'ai fait établir 3 devis pour des DTG. Et pour une surface comme la nôtre, c'est quelque chose qui coûte à peu près 10 000 euros. C'était un peu en dessous de 10 000 euros. Et là, on était en juin 2019. Donc, ça remonte à il y a très longtemps parce que c'est les processus qui prennent quand même assez longtemps, hein. Par ailleurs, on n'est pas non plus la copro la plus dynamique qui peut exister. Voilà. Et donc, on a fait établir ces 3 devis. Enfin, voilà. Et puis, on nous a présenté ce que c'était que le DTG. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est de se dire qu'en fait, on allait se retrouver à la fin du DTG avec
en mettant 10 000 euros, dont 5 000 euros financés par la ville de Paris. Donc moi, c'est cet argument que j'ai apporté. J'ai dit, en fait, en mettant que 5 000 euros, et on peut peut-être se le permettre à nous tous, on va avoir dans les mains ce que coûterait une rénovation classique des façades et de la toiture et ce que coûterait une rénovation énergétique. Je ne suis pas sûr qu'on a envie d'aller là-dessus, parce que je ne sais pas du tout combien ça va coûter, mais à chaque fois qu'il y a une AG, on n'arrête pas d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles là-dedans, mais en fait, on n'en sait rien. Donc ça quand même, le DTG, ça permet quand même avant tout ça, quitte à ne pas y aller derrière. Et puis ça permet de... C'est un peu un marronnier, hein. Le fait de se dire, dès qu'on veut rénover quelque chose, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de l'isoler thermiquement? Nous, on l'avait à chaque AG, et puis là, ça permettait que tout le monde ait des idées un peu au clair. Donc, on est reparti avec... Ouais. Oui, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des blocages au niveau de la copropriété pour faire voter ce DTG, ou est-ce que ça s'est fait assez facilement finalement? Non, honnêtement, ça s'est fait assez facilement parce qu'on est quand même sur des petits montants, hein, en expliquant bien les 5 000 euros de la ville de Paris. Donc, on parlait de moins de 5 000 euros. Et au regard des montants de travaux qu'on avait dépensés, globalement, il n'y a pas eu tellement de soucis là-dessus. Et ça, c'était donc voilà. Et en juin 2019, on a fait voter le DTG, on a retenu une société pour le DTG. Et ils se sont mis au travail. Et après, c'est passé de juin 2019 à... Alors, en réalité, ça a tourné jusqu'à décembre 2020. Donc, ça peut paraître très long, mais en fait, les AG ont été décalés en 2020 à cause du Covid, parce qu'on ne savait pas comment les faire, à distance, pas à distance, le confinement, etc. Donc, en fait, ils ont travaillé, on a distribué des questionnaires dans la copropriété, parce que dans le DTG, je crois que vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais en fait, on regarde les habitants, comment ils se logent, quels sont leurs systèmes de chauffage, leurs systèmes d'isolation, mais aussi quels sont leurs ressentis vis-à-vis de la température. Et donc, il y a tout ce système de questionnement de la copropriété, plus toutes les études sur le type de logement, et puis les études thermiques, etc. On a eu aussi des visioconférences de la part de la société pour nous expliquer tout ça, des échanges formels. Donc, pour le coup, c'était assez dynamique. Et on arrive en décembre 2020, et en décembre 2020, on a la présentation du rapport du DTG qui nous dit, donc encore une fois, il faut s'imaginer, je ne connais pas le nombre de mètres carrés, mais 30 logements, c'est une relativement grosse copropriété. Et on nous dit, écoutez, il y a 3 scénarios, c'est bien simple, hein. Il y a un premier scénario qui est, vous rénovez le toit et les façades sans isolation thermique, ça vous coûte 300 000 euros. Vous rénovez tout en isolation thermique simple, ça coûte 560 000 euros. Et si vous prenez en plus des options type panneaux photovoltaïques et puis des trucs un peu bonus, ça vous coûte 670 000 euros. Donc globalement, quand on a un truc comme ça dans les mains, on va assez vite sur celle du milieu. Et ça, on l'avait et j'avais demandé à ce que ce soit décliné par lot. Donc on a pu présenter à chacun combien ça vous coûterait à vous si on faisait sans rénovation particulière. Et si on faisait la rénovation thermique, ça c'est important, c'est pouvoir dire à chacun voilà ce que ça va vous coûter en fait. Alors on est dans les grandes masses, on n'a pas encore fait là, à ce stade-là la partie mission d'études maîtrise d'œuvre, mais globalement on a une idée et donc on a pu sortir le tableau à chacun en leur disant voilà, et globalement les coûts des travaux chez nous c'est 45% plus élevé si on isole thermiquement. Pour les grands foyers, pour les plus grandes surfaces et donc les plus hauts revenus, pour les plus grandes surfaces, ça ne dépend pas des revenus, c'est plutôt 60% plus cher, mais pour les plus petits surfaces, c'est plutôt 30% plus cher avec toutes les aides. Parce qu'il y a des aides qui sont pas indexées sur les tantièmes ou sur la surface. Et ça, c'est avant qu'on déduise les aides spécifiques aux petits revenus. Et globalement, donc, nous, sur des surfaces, encore une fois, je leur dis de 20 à 80 mètres carrés, les coûts, c'est à peu près 10 à 40 000 euros, les coûts de rénovation. C'est l'ordre d'idée. Et donc là, on arrive au stade où ça s'est présenté, et globalement, il y a plutôt un accord. Alors, c'est juste une présentation, donc on dit, OK, lançons des devis pour la mission de maîtrise d'œuvre. Et la démarche d'intégration au dispositif Éco-Rénovons Paris que vous avez bien présenté tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas dit, mais moi, je n'y connais pas grand-chose à ces sujets-là.
Mais je dois dire que assez régulièrement, j'ai été assez bien accompagné par l'Agence parisienne du climat, qui me recontactait, qui remettait un peu de rythme aussi là-dedans, parce que nous, on avait la tête aussi à un peu autre chose, et puis qui était assez rassurant et assez pédagogue sur... j'ai vu que les questions étaient posées là dans le fil de discussion sur mais comment on s'assure que les devis vont permettre de toucher les aides. Eh bien là, tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est le cahier des charges, il faut suivre le cahier des charges. Il faut que l'architecte il soit affilié à Coach CoPro, hein, je crois, c'est ça. Voilà. Donc tout ça, c'est assez clair et donc on y va quand même de façon un peu rassurée. Pour l'instant, on ne parle pas encore de grosses sommes, donc on est assez confiant. Et puis donc fin 2021, là, récemment, on a voté l'AMOE. On a eu une nouvelle présentation détaillée de l'audit et de ce que ça pourrait apporter pour convaincre un peu tout le monde. Il y a l'APC qui est venu pendant l'Assemblée générale pour expliquer le travail de l'APC, l'accompagnement, etc. Et on a voté la MOE et on l'a voté à la quasi-unanimité. Donc, globalement, alors là, on parle de sommes quand même plus importantes parce que là, on parle de 23 000 euros, dont 10 000 euros de subvention. Et la question a été posée aussi dans le fil de discussion tout à l'heure. Les 10 000 euros de subvention, en fait, on les toucherait à la fin, si j'ai bien compris, à la fin des travaux. Donc c'est pas, on va pas sortir, la copropriété va pas sortir 13 000 euros. La copropriété va sortir 23 000 euros et toucher 10 000 euros à la fin. Donc c'est quand même beaucoup d'argent pour le coup. Nous on a quelque chose comme 80 000 euros de coûts de copro donc par an. Donc 23 000 euros, pour le coup c'est assez sensible. Ça fait des ajouts assez conséquents. Donc, on va le prendre en quatre fois. Donc, à la fin de l'année, on aura rassemblé de l'argent et on pourra commencer les travaux à la fin de l'année. Donc, à nouveau, là, on voit que ça prend encore du temps, on parle encore de beaucoup d'années. D'ailleurs, nous, ça nous pose un problème parce qu'il y a cette histoire pendant ce temps-là, le toit est en train de se dégrader. Donc, mais c'est pas grave, on va faire des rustines et d'ailleurs pas très cher. Parce que voilà. Et où j'en suis ? Écoutez, maintenant, j'en suis là. On vient d'avoir la nouvelle, et c'est une très bonne nouvelle, qu'on allait pouvoir être intégré dans le processus Éco-Rénovons Paris. Et donc, on allait bien toucher les 10 000 euros à la fin. Donc, finalement, ça, on parle de beaucoup d'argent à avancer, mais au final, ça ne nous coûte encore que 13 000 euros. Quoi. Donc, je suis assez confiant. Après, une fois qu'il faudra sortir tout l'argent, il y a un peu un alignement des astres à avoir, notamment sur le fait que si vous avez refait votre façade il y a moins de 10 ans et que vous devez refaire votre toit, ça peut être compliqué d'expliquer qu'on va isoler la façade. Or, en fait, ce dispositif-là, mais vous me corrigez si je me trompe, Madame Clichy, en fait, ça ne marche qu'à partir du moment où on fait tout d'un coup. Parce que c'est en faisant tout d'un coup qu'on arrive à avoir une isolation bien plus élevée d'un coup. Et en fait, on ne peut toucher les aides qu'à ces conditions-là. Donc nous, on anticipe, là, on va beaucoup anticiper, on va anticiper de quelques années la rénovation de façade qui ne nécessiterait pas forcément tout de suite, mais on savait qu'on allait le faire d'ici quelques années. Quoi. Donc, il y a un peu ça sur lequel il faut aligner un peu les astres. Je ne sais pas si je dis une bêtise quand je dis ça. En fait, effectivement, la question, c'est d'avoir bien les 35% de gains énergétiques. Donc, l'aide, elle va être sur les 35%. Après, ce n'est pas impossible, une fois que c'est prévu, d'étaler un petit peu les travaux. Ça, c'est possible, mais il faut que ce soit prévu dès le départ. On ne se dit pas, tiens, on fait ça et puis on votera dans 2 ans autre chose et on atteindra nos 35%. Au moment où on vote les travaux, on vote tout le bouquet. Vous, je crois que c'est 48% de gains énergétiques. Après, ça va se répartir un petit peu, mais effectivement, en termes de cohérence et d'efficacité, de toute façon, entre les professionnels, il y a tout intérêt à ce que ça se fasse dans la foulée. En termes aussi de dérangement des habitants, il y a tout intérêt à ce que ça se fasse dans la foulée. Notamment les coûts d'échafaudage qui sont des coûts hyper importants, un poste de coût hyper important. Évidemment, c'est mieux si tout est fait d'un coup, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on a globalement une copro qui est assez engagée. Ça va prendre encore quelques années puisqu'on espère avoir réalisé l'étude probablement pour l'Assemblée générale de mi-2023. Et après, on va pouvoir lancer le truc. Donc voilà, au final,
Encore une fois, alors on n'est pas les plus dynamiques, hein, mais ça va nous prendre 6-7 ans, quoi. Hein. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Voilà, je pense que ça a pu apporter des éléments à l'ensemble des participants. Bien maintenant, on va continuer à répondre aux questions qui sont dans le Q&R. On va regarder un petit peu. Là, je peux répondre à la question de Véronique Michalak, qui dit que sa copropriété a réalisé un audit énergétique en 2016. Elle demande si elle doit faire un DTG et si ce DTG est obligatoire et quand. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le DTG n'est pas obligatoire, enfin est obligatoire dans des cas qui sont assez rares. Donc, c'est quand une maison se met en copropriété ou dans des situations d'insalubrité, donc vous n'êtes probablement pas concerné. Donc, le DTG n'est pas obligatoire. Votre audit énergétique, il est toujours valable, il peut toujours être utile pour mettre en place une maîtrise d'œuvre conception et continuer à avancer à partir de ces données-là. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi de copropriétaires qui ont déjà fait un audit énergétique il y a quelques années et qui demandent s'ils doivent refaire un diagnostic technique global. Et justement, c'était ce que j'ai essayé de vous présenter tout à l'heure. Si vous avez déjà fait des études qui vous ont permis d'avoir une meilleure visibilité sur les travaux à faire, vous pouvez tout à fait passer directement en phase maîtrise d'œuvre et donc ne pas refaire l'intégralité d'un DTG. Et après, au niveau si la question touche aussi aux obligations réglementaires, là, donc Elisabeth l'a dit, l'obligation du DTG, elle concerne peu de copropriétés, et après l'obligation qui va devenir sur le DPE collectif, en fait, elle va s'appliquer aux copropriétés qui n'ont pas fait de démarche du tout dans leur de rénovation énergétique. Donc, si vous êtes en train d'engager un projet, vous n'y serez pas soumis. Alors, concernant la question de Philippe sur qu'en est-il de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage rendue obligatoire par MPR, comment s'inscrit-elle dans le processus? Alors là, cette prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage est effectivement obligatoire et surtout très utile, parce que des travaux ainsi en copropriété, c'est... Tu peux arrêter ton son, s'il te plaît, Juliette? Les travaux en copropriété sont effectivement complexes, hein, avec tous les votes, etc. Et les demandes de subventions, c'est complexe. Donc, cette assistance à maîtrise d'ouvrage est vraiment utile. Donc, vous avez soit la possibilité de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage privée, mais si vous intégrez le dispositif Éco-Rénovons Paris, dont parlait tout à l'heure Monsieur Oberlin, donc qui vient d'intégrer ce dispositif, eh bien, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite qui est assurée par des opérateurs pour la ville de Paris. Donc pour résumer, du coup, l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, est obligatoire pour demander ma prime rénov copropriété. Vous pouvez l'engager de votre côté, ou vous pouvez aussi vous porter candidat au dispositif Éco-Rénovons Paris, et cette candidature passera également par l'Agence parisienne du climat. Le maître d'œuvre peut-il utiliser les calculs et préconisations de l'audit énergétique déjà réalisé? Oui, évidemment, et c'est un enjeu important que ça puisse se faire. Et donc, si vous avez réalisé un audit énergétique il y a quelques années et que vous prenez un maître d'œuvre qui n'est pas la même société, vous devrez demander au diagnostiqueur de vous transmettre les données énergétiques pour que le futur maître d'œuvre puisse refaire les calculs de gain énergétique si besoin. Je veux bien répondre à Florence concernant la CPCU. En effet, la CPCU, donc c'est le chauffage urbain, est étudiée. S'il est possible... Est-ce que tu peux couper ton son? Si le raccordement à la CPCU, on étudie ça. En général, mais ça, nous aussi, on peut vous aider à regarder ça. Ça va être une distance
par rapport au réseau qui va être étudié. Donc, si le raccordement est vraiment trop loin et que c'est un coût qui n'est pas envisageable, on cherchera une autre solution. Mais si c'est envisageable, on va étudier la question et ça va faire partie de l'étude qui est proposée. Une question toujours sur le sujet réglementaire. Donc, pour réaliser le plan pluriannuel de travaux, le professionnel doit-il le faire à partir de l'audit énergétique du DTG ou du DPE? C'est une question assez complexe en effet. Donc, si la copropriété est soumise à l'obligation du DTG, ce sera à partir d'un DTG. Si elle est soumise à l'obligation du DPE, donc ce sera la grande majorité des copropriétés, ce sera le DPE. Mais en fait, nous, ce qu'on recommande à l'Agence parisienne du climat, c'est d'avoir un diagnostic plus complet, donc le DTG conforme à notre référentiel, qui peut permettre dont la réalisation permet de se mettre en conformité à l'obligation du DPE. Je reviens à la question de Daniel. On a déjà répondu tout à l'heure. Effectivement, si vous avez déjà réalisé un audit en 2018-2020 avec des travaux recommandés, vous pouvez passer directement en maîtrise d'œuvre conception. Ce n'est pas nécessaire de refaire un DTG. Avez-vous des expériences en immeuble haussmannien? Oui, on en a plusieurs. On accompagne régulièrement des copropriétés qui sont des immeubles haussmanniens. Et dans ces cas-là, on étudie souvent l'isolation des murs pignons latéraux, l'isolation de la façade cour, des toitures, donc des combles perdus, et le changement de menuiserie et un travail aussi sur le système de ventilation, voire sur le système de chauffage s'il est collectif. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire en haussmannien pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Il ne faut pas se censurer et se dire que parce qu'on a une façade rue en pierre de taille remarquable, on ne peut rien faire. Et il faut savoir aussi que les travaux, je réponds en même temps parce qu'il y avait une question là-dessus, les travaux en partie privative peuvent être pris en compte dans le calcul du gain énergétique qui permet d'accéder aux subventions. Alors, Monsieur Oberlin, il y a une question pour vous qui demande si vous allez envisager l'aide de l'éco-PTZ collectif. Je ne sais pas si vous le savez déjà, d'ailleurs. Vous n'avez peut-être pas encore étudié ça, mais je vous laisse répondre. Oui, c'est ça. On n'a pas encore eu l'analyse financière détaillée. Mais oui, dans la mesure du possible, on le fera. On s'appuiera sur tous les prêts à taux réduit, les prêts collectifs et le PTZ si on a droit. Merci. Alors, après, juste un point là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il en est du PTZ, mais nous, sur d'autres travaux, on s'est fait... en fait, il faut quand même qu'il y ait un minimum de personnes qui demandent ce prêt à taux zéro dans la collectivité pour qu'on puisse le déclencher. Donc, je ne sais pas si le prêt à taux zéro est ouvert pour toute la collectivité, mais qu'il n'y a que très peu de gens qui le prennent. Je ne sais pas s'il peut tout. S'il n'y a pas un pourcentage minimum de personnes. Pas pour le prêt à taux zéro. Oui, vous pouvez le prêt à taux zéro collectif, vous pouvez le demander. Et il peut y avoir seulement quelques copropriétaires qui le demandent. La question de Fabrice, qui fait l'attestation du respect du référentiel APC? Eh bien, ce sont les conseillères et les conseillers à l'APC qui suivent donc toute la démarche de l'étude et donc qui peuvent et qui sont garants du fait qu'elles respectent le référentiel. J'avais vu une question aussi que j'avais trouvée intéressante sur les architectes de copropriété. Donc, le cas où vous avez un architecte qui suit votre copro depuis plusieurs années et comment l'intégrer à la démarche de rénovation globale et à la réalisation éventuelle d'un DTG. Donc, un architecte peut s'associer à un bureau d'études thermiques pour réaliser un DTG. Après, il y a des architectes qui sont plus ou moins sensibles à la rénovation énergétique. Et donc, si votre architecte de copropriété ne l'est pas, ce sera peut-être un peu difficile de le convertir. Donc, dans ces cas-là, il faudra peut-être aller chercher
d'autres architectes. Alors, concernant la question de quelqu'un sur le fait que le syndic déconseille de réaliser un DTG, là, effectivement, c'est une question qui est délicate. Après, ce n'est pas le syndic forcément qui va prendre la décision. Quoi qu'il arrive, au moment de constituer le dossier, on aura besoin du gestionnaire de syndic. Ça, c'est certain. Il va falloir, c'est lui qui va s'occuper de fournir certains éléments, qui va signer la demande, et c'est lui qui gère le compte. Donc, il faudra effectivement qu'il soit associé. Mais ça n'implique pas grand-chose pour lui non plus. Voilà. En tous les cas, il est forcément, le syndic doit s'associer, ça c'est certain, à un moment donné dans le dossier de subvention. Une autre question, l'Agence parisienne du climat est-elle en lien avec la CPCU, donc la compagnie qui exploite le réseau de chaleur urbaine à Paris? Oui, on a des liens avec eux. Après, si vous êtes intéressé par un raccordement, vous devez leur adresser, vous mettre en lien avec eux directement et leur adresser une demande de chiffrage. Après, nous, on peut vous aider. On a accès au plan du réseau pour voir si vous êtes à côté ou pas. Mais voilà. Je ne sais pas si on a beaucoup de questions. Il y a quelques questions qui ne sont pas vraiment dans le sujet, donc qu'on ne traite pas. Mais après, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à vous inscrire sur la plateforme. La question de Brigitte sur les différents scénarios, est-ce qu'on l'a traité? Non, je crois pas. D'accord, donc la question est de savoir comment inciter les copropriétaires à changer leur menuiserie dans un délai rapide. Je ne sais pas, il faudrait en savoir un peu plus sur... je ne comprends pas trop la question, il faudrait en savoir un peu plus sur la situation. Donc j'invite la personne à nous contacter. Concernant la position de la ville de Paris sur les surélévations, c'est difficile d'avoir une position de la ville de Paris sur d'une seule parole, d'un seul écho. A priori, ne pas empiéter sur l'espace au sol est recommandé pour apporter de la végétalisation, pour garder cet espace-là. Après, ce sont les architectes des bâtiments de France qui vont accepter ou non des projets de surélévation. Donc, de toute façon, l'étude peut être faite et a priori, il y a quand même beaucoup d'études de surélévation qui sont faites à Paris. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et dans le nouveau PLU bioclimatique, ça fait partie des recommandations. On avait une question d'ailleurs sur l'intégration d'une étude sur la surélévation dans le diagnostic technique global. Donc, c'est possible de l'intégrer, de le mettre en option dans le cahier des charges qui vous sert à consulter les diagnostiqueurs. Après, pas tous les architectes sont spécialisés sur la question, donc il faudra peut-être trouver un architecte qui a des références dans le domaine et voilà. Alors, une question qui vient d'arriver, pouvez-vous repréciser la différence entre DTG et phase diagnostic de maîtrise d'œuvre?
Donc, en fait, le diagnostic technique global, ça va être une prestation vraiment à part qui va être faite par les copropriétés qui ont un besoin de faire un état des lieux techniques de leur immeuble et d'avoir une vision sur les besoins de travaux et qui ont aussi besoin de temps et de ce moment un peu de concertation et de discussion entre copropriétaires pour y voir plus clair et prendre une décision sur les travaux. Alors qu'en maîtrise d'œuvre, il y a aussi une phase de diagnostic en début de prestation, mais ça va être plutôt une phase qui complète les études déjà réalisées. Par exemple, s'il y a un gain énergétique à recalculer pour un scénario un peu différent de ce qui a été fait dans le DTG, si un DTG a déjà été fait. Et si vraiment la copropriété n'a pas du tout fait d'études ni énergétiques ni architecturales et s'engage directement en maîtrise d'œuvre, là, la phase diagnostique sera vraiment plus complète. Donc, elle se rapprochera presque d'un DTG, mais sans certains aspects, comme par exemple les scénarios de travaux. C'est possible que du coup la copropriété demande un seul scénario de travaux si elle sait déjà qu'elle veut un programme ambitieux. Il y a pas mal de nouvelles questions. La différence entre assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est vraiment lui qui vous aide à concevoir le projet, à le dessiner techniquement, qui fait les choix techniques, qui vous accompagne dans la consultation des entreprises et qui gère tout le lien ensuite avec les entreprises de travaux au moment de l'exécution, alors que l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ça va être plus un appui pour piloter le projet. Donc, ça va être une prestation qui va s'étendre sur un temps plus long. Et donc, l'AMO va aider les copropriétaires déjà à contractualiser en phase DTG, puis en phase maîtrise d'œuvre. L'AMO va avoir aussi un travail d'ingénierie financière plus complet que ce qui pourrait être fait par un maître d'œuvre en phase diagnostic ou même dans le cadre d'un DTG. Parfois, d'ailleurs, il faudra un peu ajuster le contenu du DTG ou de la maîtrise d'œuvre si la copropriété se fait accompagner par un AMO. Elle va peut-être demander à l'AMO de faire certaines choses. Je pense notamment au travail sur la recherche de subventions et l'élaboration de plans de financement pour les copropriétaires. Et du coup, le diagnostiqueur ne le fera pas. Alors, on a une question assez intéressante d'une personne qui nous dit qu'il y a des réticences dans sa copropriété pour faire un DTG parce que son immeuble lui semble bien entretenu et que du coup, ce serait une étude un peu trop complète. Après, oui, évidemment, vous allez réaliser un DTG si vous sentez que vous avez besoin de travaux et que vous avez un projet de travaux. Si votre immeuble est déjà fonctionne parfaitement bien thermiquement, vous n'allez pas en avoir besoin. Mais après, est-ce que l'étude d'un bureau d'ingénieur thermicien ne suffirait pas Je vais vous répondre oui, s'il n'y a vraiment aucun travaux d'entretien et de mise aux normes architecturales à faire. Après, c'est quand même intéressant d'aller creuser un peu pour voir s'il y en a et si on peut prendre l'opportunité de faire des travaux de rénovation énergétique pour aussi assurer la conservation de l'immeuble, vu que c'est une opportunité et que vous n'allez pas forcément avoir cette occasion-là à l'avenir.
Est-ce que la maîtrise d'œuvre peut intégrer la fonction AMO? Ce serait plutôt l'inverse du coup, mais oui, il y a des sociétés qui sont à la fois assistants à maîtrise d'ouvrage et maîtres d'œuvre. C'est possible, on peut vous aider à les identifier. Et donc, c'est en général, ils ont la compétence à la fois thermique, architecte et ingénieur financier au sein de leurs effectifs. On parle de société, on parle d'ensemblier. Quelle différence entre DTG et plan pluriannuel de travaux? Le plan pluriannuel de travaux, ce sera juste la liste de travaux préconisés dans les 10 ans à venir. Et ce PPT devra s'appuyer sur une analyse du bâtiment, une analyse technique du bâtiment qui pourrait être soit un DPE collectif, soit un DTG. Sur une question sur Éco-Rénovons Paris, quel est le bon moment pour se porter candidat? Ce sera plutôt à l'issue du DTG et voire même un peu après avoir lancé la maîtrise d'œuvre. Donc, dans tous les cas, contactez-nous pour être accompagné par l'Agence parisienne du climat et c'est nous qui ferons le lien avec le dispositif Éco-Rénovons Paris le moment venu. Pour la dernière question, devrions-nous surseoir à des travaux face à des toitures alors qu'un DTG est mis au vote à la prochaine AG? La question, c'est de savoir est-ce que les travaux sont obligatoires? Je suppose que c'est ça votre question. Est-ce que les travaux sont obligatoires après avoir fait le DTG? Eh bien non, le DTG, c'est vraiment un outil qui permet de savoir, d'avoir vraiment une vision globale de quels sont les travaux qui peuvent être envisagés, quel est l'intérêt de faire tel ou tel travaux, et d'aider à prendre la décision, un peu comme le disait Monsieur Oberlin tout à l'heure, plusieurs années d'affilée, on s'était dit, et si on fait ci, et si on fait ça, est-ce que ça nous apportera ci, est-ce que ça nous apportera ça, mais ils ne savaient pas très bien. Et à partir du moment où ils ont fait le DTG, ils avaient des estimations assez claires pour savoir, voilà, si on fait tel travaux, on va avoir tel gain énergétique, ça va nous coûter tant, etc. Et on pourra le faire. Donc, voilà, après, il n'y a ni obligation de faire les travaux ensuite, ni de ne pas les faire, mais c'est un outil qui va aider en connaissance de cause à prendre une décision. Alors après, les autres questions, elles sont un peu hors sujet. Oui. Je crois qu'on a répondu à la majorité des questions qui viennent directement dans notre sujet ce soir. C'est vrai que je vois qu'il y a des questions liées aux chaudières, etc. Ce n'est pas le sujet de notre webinaire ce soir. Ce sont des questions que vous pourriez poser à votre conseillère, votre conseiller, si vous êtes inscrit sur Coach CoPro. Mais pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, écoutez, si vous le souhaitez, on vous retrouve au forum Habiter durable le 12 avril. Bonne soirée à tous.